Période d'exclusivité avec New Century Resources a été prolongée d'1 mois et demi. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? C'est une bonne nouvelle, ça montre que ça avance. C'est que les conditions ont été réunies pour, notamment sur le tour de table financier, pour se dire: «Ça y est, on est suffisamment avancé pour pouvoir, concrétiser maintenant la transaction, finaliser les documents». Pour autant, quand on demande un délai supplémentaire dans une transaction, c'est pas forcément un bon signe, ça veut dire qu'on réfléchit. Non, ça veut dire que c'est une transaction qui est complexe. Il y a des éléments financiers, industriels, il y a des éléments, il faut faire un tour de table qui réunit Vale, l'État, qui réunit, le consortium australien. Il faut sécuriser tout ça. On est en pleine crise Covid, c'est pas simple. Donc c'est normal qu'une transaction comme ça prenne au moins 6 mois et on essaye à la limite même d'accélérer maintenant. Fin août, on espère même pouvoir signer ces accords définitifs et puis il y a après des conditions suspensives qu'il faut lever. Ça prend encore 1 mois ou 2. Il faut avoir les autorisations réglementaires. Il faut consulter le comité d'entreprise. C'est pas comme quand on vend une maison. À quoi doit servir? Vous l'avez expliqué un peu, mais concrètement, quelles vont être les discussions dans les prochaines semaines? En fait, les discussions, c'est surtout de finaliser et de consolider le tour de table financier et puis de mettre en place toute la documentation juridique, les garanties environnementales, les accords de financement, les accords d'actionnaires. Vous savez, c'est une grosse boîte. Par exemple, Vale va devoir passer tous les services informatiques. Donc, c'est les accords de transition, finalement. Et puis, vous avez vu que le financement du groupe Vale va se faire à travers un trust, c'est-à-dire une structure juridique dédiée qui va nous libérer l'argent au fur et à mesure de nos besoins. Ben ça aussi, il faut qu'on mette tout ça en place, tout ce mécanisme. Donc, il y a beaucoup de tuyauterie. Oui. Le fait que le vendeur laisse de l'argent à l'acquéreur pour qu'il puisse acheter cette usine, c'est assez inédit aussi. Ouais. C'est quoi? Vale veut vraiment se débarrasser de l'usine du Sud? Je dirais pas ça comme ça. Je dirais que, d'ailleurs, cet argent-là est au bénéfice de l'entreprise, pas de l'acquéreur. Donc, Vale s'est engagé, et le président de Vale s'est engagé auprès du Premier ministre, c'était en novembre dernier, à ce que les conditions de sortie du groupe se fassent de façon responsable, ordonnée et permettent à l'entreprise, ici en Nouvelle-Calédonie, d'avoir un futur. Donc, ça va nous permettre de financer le programme Lucie qu'on va relancer dès la clôture de cette transaction. Ça nous permet de continuer et de terminer notre transformation industrielle. Bref, cet argent-là est mis à disposition de l'entreprise. Donc, Vale ne s'en va pas n'importe comment, respecte ses engagements et nous permet d'envisager l'avenir. Donc ça, c'est, je trouve, assez effectivement remarquable. Et évidemment, ça nous permet d'envisager avec les repreneurs qui, eux aussi, apportent évidemment leur contribution, un avenir plutôt positif. Mais dans ce cas-là, quel est l'intérêt pour Vale de laisser 50 milliards sur la table, autre qui est de céder l'entreprise qui lui coûte de l'argent? Bien sûr. Premier point, effectivement, eux, ils disent, écoutez, on a fait notre temps. On est allé au bout du modèle et de ce que nous pouvions faire. On pense que d'autres réussiront mieux que nous sur ce retournement industriel. Premier point. Et deuxième point, c'est normal, c'est un groupe qui est coté, c'est un groupe qui a une réputation internationale à maintenir et qui dit on ne peut pas laisser une entreprise qui fait 10% du PIB d'une île dans une situation de détresse financière. Donc on leur donne les moyens de se transformer. Quelle est l'influence des récentes tensions avec Rebonu et certains coutumiers dans les discussions? Elle n'est pas sensible. Évidemment, on prend ça très au sérieux dans la mesure où on veut maintenir le pacte, on veut maintenir le lien. Mais le lien, il est fort avec des milliers de personnes et tout le monde veut que ça marche. Il y a eu un raidissement parce qu'il y a eu un petit peu un mélange des gens entre des sujets qui étaient des sujets de développement durable et le pacte, et puis après, une autre alternative qui avait été proposée par des acteurs locaux. Et donc, évidemment, les gens peuvent être déçus que cette offre n'ait pas été retenue. La Sofinor, justement, qui a réagi hier soir chez nos confrères de Calédonia, qui disait qu'il n'y a pas eu de refus officiel donné par Vale et la banque Rothschild, mais une mise en suspens de leur proposition. Quelle est la part des choses? On peut jouer sur les mots, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu une consultation internationale. Il y a 8 candidats. L'offre qui a été portée ici, notamment par la Sofinor SMSP, faisait partie des 3 derniers candidats. Et puis, fin mai, effectivement, Vale leur a dit, écoutez, nous avons choisi comme candidat exclusif le consortium australien, enfin le groupe australien. Nous suspendons nos discussions, nous suspendons votre accès aux données de l'entreprise. Nous vous remercions pour le travail que vous avez fait. Il y a eu un gros boulot qui a été fait effectivement par les Coréens. Ils ont posé plus de 700 questions. Toutes mes équipes ont été mobilisées pour leur donner une vraie chance de concourir. Non, la difficulté, c'est que après cette notification-là, on a pu laisser penser
que l'offre courait toujours et était encore valable. Non, elle avait été mise, effectivement, elle avait été écartée par le groupe Vallée. Suspension égale rejet, en fait. Oui, quand vous donnez une exclusivité à quelqu'un, c'est que vous excluez l'autre. Oui. Antonin Beurier, vous restez avec nous. On va ouvrir le standard. Vous pouvez désormais poser toutes vos questions au 258 258. Antonin Beurier, au mois de mai, le directeur de New Century Resources disait attendre des garanties pour pouvoir finaliser cet accord. Quelles sont ces garanties ? C'était plutôt sur la partie financière et donc il était en pleine négociation aussi à Vallée. Vous voyez que c'est une transaction, un tour de table qui n'est pas simple. Il faut que Vallée laisse suffisamment d'argent pour financer Lucie, pour financer l'entreprise et nous permettre très vite de revenir aux bénéfices. L'État est en discussion avec le consortium pour maintenir les dispositifs qu'ils ont mis en place. Donc, en faisant ça, eux, ils peuvent aussi faire leur part, du coup. Mais il fallait que ça soit un peu stabilisé. C'est ce qui est en train de se faire. Alors, parmi les garanties, parmi le montage qui est fait, il y a une orientation qui est celle des exportations. Sauf que les exportations de minerais, pour l'instant, sont interdites par le code minier. Qu'est-ce qui va se passer si jamais vous n'obtenez pas ces dérogations ? Alors, ce que je voudrais déjà dire, c'est que le cœur de notre stratégie, elle est métallurgique. D'accord ? On a une chance incroyable, c'est que maintenant, ça y est, ça fonctionne. On sait produire un produit intermédiaire pour les batteries. On est déjà à 3000 tonnes par mois. On est en avance sur notre plan de marche. Ça nous coûte moins cher à produire. Et j'ai l'équivalent de 5 à 10 ans de production qui sont commercialisables avec des contrats sur la table. Donc ça, c'est la première très bonne nouvelle et c'est le cœur en fait de notre retournement, d'accord ? J'ai dit, pour nous, il serait utile, plutôt que de laisser des saprolites rocheuses qui ont beaucoup de magnésie qu'on n'arrive pas à mettre dans l'usine de côté, et donc il y a un coût économique de les classer en stériles, pour nous, ça serait mieux, ça nous aiderait pour revenir plus vite aux bénéfices dès l'année prochaine, de pouvoir en exporter une partie. J'ai fait cette demande, je la maintiens, elle est importante, mais finalement marginale par rapport à l'ensemble de l'équation économique et industrielle que nous mettons en place, d'accord ? Donc, ça ne remet pas en cause l'investissement et la reprise et le plan de transformation. 2, on espère, ça nous rendrait service puisque, effectivement, dès l'année prochaine, nous visons le bénéfice d'exploitation. Ça nous aidera à atteindre cet objectif, d'accord ? Et puis 3, vous savez qu'on a fini un plan social. Je ne souhaite pas en ouvrir un autre, et d'ailleurs, c'est pas l'objet. Et donc, il n'y a aucun lien entre l'un et l'autre. Et en fait, j'avais, moi, des gens que j'ai gardés chez moi pour pouvoir les replacer sur cette nouvelle activité. J'espère qu'on va pouvoir le faire. Sinon, j'ai jamais dit, oui, si vous ne me donnez pas ça, ça va être la catastrophe sociale. Non, on va se débrouiller autrement. Il va falloir que je trouve 2 milliards d'économies supplémentaires. Et donc, dans ce cas-là, ces gens que vous avez gardés par rapport à cette potentielle réorientation, qu'est-ce que vous allez en faire ? On espère bien pouvoir bien monter en puissance, notamment sur la mine. On internalise un certain nombre de contrats, par exemple la gestion de nos verses. Bon, j'ai d'autres options. On a fait le maximum. Vous savez, on a limité. Vous avez vu de mon plan social, on l'a conclu. Il n'y a pas eu de mouvement. Il y a eu un dialogue social parfait. La stratégie est approuvée à l'unanimité par nos syndicats. Bref, les perturbations elles viennent plutôt de l'extérieur. Par rapport aux craintes des syndicats, le SWAC Nickel a dit craindre un coup de fric par rapport à cette transaction avec les Australiens. Quelle garantie vous pouvez apporter aux syndicats pour justement éviter qu'on craigne une vente dans 2 ans pour spéculation, en fait ? J'entends pas ça de Luswinck Nickel. Le Luswinck Nickel a notamment soutenu officiellement notre nouvelle stratégie, a voté cette nouvelle stratégie. C'était dans les colonnes des Nouvelles-Calédoniennes. Il y a eu une réunion il y a quelques jours. Il y a toujours une inquiétude de se dire, mais attendez, comme c'est compliqué, on se dit, il doit y avoir un loup. C'est bizarre, de l'argent qui est laissé comme ça, etc. Bon, c'est un actif qui a une durée de vie au moins de 40 à 50 ans. Si dès l'année prochaine, on réussit, comme c'est notre plan, à revenir aux bénéfices, à avoir un cash cost de moins de 10 000 $ la tonne, à pouvoir produire 36 000 tonnes de produits pour les batteries, pour les véhicules électriques, vraiment, je voudrais insister là-dessus, on a un projet industriel enthousiasmant. Je suis ravi qu'il y ait plein d'industriels et qu'il y ait plein d'investisseurs qui viennent venir, qui se rejoignent un peu dans ce consortium australien. Il n'est pas à l'ordre du jour que ce soit un aller-retour. De toute façon, ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible ? Parce que l'engagement de Vallée va être, distribué au fur et à mesure, sous condition, avec, pour la transformation de l'entreprise, l'État fait partie du tour de table et évidemment sera extrêmement vigilant sur tout ce qui se passe. Et puis au bout du bout, c'est la province sud qui décide si oui ou non la transaction peut se faire et donne toutes les autorisations nécessaires. Donc
il ne faut pas voir là le mal partout. Je pense qu'on a des gens ici qui, en fait, vont jouer l'avenir de leur groupe, puisqu'on n'est pas, comme Vallée aujourd'hui, on est un actif parmi 40. Ils ont 40 usines comme ça à Vallée. Hein. Eux, on va être la plus grosse. Donc, si ça marche, c'est formidable. Si ça ne marche pas, leur entreprise elle-même est finie. Mais ça veut dire qu'il va y avoir un serrage de vis au niveau, c'est ce qu'avait dit New Century Resources, il va y avoir une nouvelle philosophie, il va y avoir des changements dans l'entreprise. Ça pourrait peut-être pas passer aussi. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on passe d'une culture d'une major minière, très puissante, très structurée, très forte, qui nous a apporté beaucoup, à une culture entrepreneuriale, beaucoup plus agile, beaucoup plus proche du marché. Donc, là aussi, il ne faut pas voir le côté négatif, ça va nous apporter beaucoup plus d'agilité, effectivement, et de capacité de nous retourner. Les nouveaux actionnaires, et j'ai eu l'occasion de le dire lors de la conférence de presse il y a 2 jours, souscrivent pleinement à la stratégie qu'on a mise en place. Sur les batteries pour véhicules électriques, soutiennent tout à fait, par exemple, des innovations ici, l'actionnariat salarié. Donc, ils vont ouvrir le capital aux salariés. Ça ne s'est jamais vu en Nouvelle-Calédonie sur la mine et la métallurgie. On va ouvrir 5% du capital aux salariés de l'entreprise. Voilà. Donc, il faut qu'on ouvre, qu'on accepte qu'effectivement, il y a de l'innovation, qu'il y ait des approches nouvelles sur notre entreprise. Antonin Beurier, on se dirige du côté du Standard où nous avons Daniel qui souhaiterait intervenir. Bonjour Daniel. Bonjour. On vous écoute, posez votre question. Oui, je voudrais savoir si vous avez, Monsieur Beurier, Oui. j'ai entendu vos explications. Je voulais savoir si vous avez réussi à convaincre les coutumiers du Sud. Antonin Beurier. Oui. Alors, c'est pas simple, parce que quand vous dites les coutumiers, il y en a plusieurs. Hein. Donc, on est en discussion permanente. On m'avait demandé de confirmer le pacte de développement durable du Grand Sud. Non seulement je le confirme, mais nous, on a même eu des projets qu'on avait bien discuté avec eux et qu'on avait même ajouté un volet économique pour développer, par exemple, Ferme Solaire, une coopérative agricole, pour développer et ouvrir même le capital, si on devait être autorisé à exporter, ouvrir le capital aux intérêts économiques du Grand Sud. Bref, toutes ces discussions progressaient très bien. Jusqu'au moment où, en fait, il y a eu un télescopage avec un calendrier plus, je veux dire, extra-coutumier, qui était de dire, écoutez, nous, on préférerait l'offre des Coréens et on préférerait tout ça. Je pense vraiment que personne n'a envie, en fait, de revivre les vieilles histoires et les vieux conflits. On a tous envie de trouver un accord. J'ai le président de l'AIR, Djoubert Kapoumé, qui, sortant d'hospitalisation, la première chose qu'il m'a fait, a appelé mes équipes pour dire tout le soutien qu'il avait pour l'entreprise. On a toutes les grandes chefferies avec qui on s'entend très bien. Effectivement, il y a des inquiétudes. Un certain nombre de personnes, il y a eu un porte-parole, il y a le comité Rebounou, on les entend, mais je pense qu'il ne faut pas mélanger des sujets en définitive. Il y a un sujet sur le développement durable, sur le pacte, et là-dessus on est prêt à faire plein de choses, et je leur ai écrit d'ailleurs pour leur dire que la porte était ouverte, que le dialogue restait permanent. Il y a le sujet économique et industriel, où là on dit, écoutez, franchement, laissez-nous au moins expliquer le dossier avant de dire que vous êtes contre, et puis regardez bien l'offre qui a été écartée, puisque finalement c'est un autre sujet, à la limite c'est presque hors sujet par rapport à leur champ de compétences. Et avec l'ICANN, qui est le nouveau, qui est la nouvelle entité qui réunit certains coutumiers et le comité Rebounou, il y a des rencontres qui sont prévues, parce que pour l'instant c'est déclaration contre déclaration. Est-ce qu'au bout d'un moment vous allez vous mettre autour de la table ? On est venu dans mon bureau il y a 15 jours pour me dire, monsieur, vous avez un ultimatum, vous devez nous payer les 20 ans du pacte, le financement du pacte en un coup, maintenant, à un fonds dédié qu'on gérera tout seul. Et vous devez renoncer au projet australien, et puis vous devez prendre le projet coréen. Bon, c'est difficile. Donc j'ai répondu pour dire que on maintenait le pacte. Ça, c'est important que les gens le savent bien. On maintient les contrats de sous-traitance. On va même développer une économie sociale et solidaire avec un plan qui va financer ce programme à long terme, d'accord ? Mais il est hors de question, il n'a jamais été question d'ailleurs de payer en un coup à un certain nombre de personnes 20 ans de financement du pacte. Bon, donc on va se remettre autour de la table avec toutes les gens de bonne volonté qui ont l'esprit ouvert pour faire avancer les choses. Alors, vous évoquez le pacte environnemental, le pacte de développement durable. Mais pour autant, mardi, vous avez annoncé que vous allez solder tous vos comptes avec l'œil. Oui. Est-ce que ce n'est pas des signaux contradictoires et est-ce que ça ne va pas dans le mauvais sens ? Non, c'est différent. C'est-à-dire que je veux bien payer 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais là, vous avez un conseil coutumier consultatif environnemental, d'accord ? Donc ça, c'est une institution du pacte, ok ?
On a dit que non seulement on maintenait, mais qu'on allait même donner davantage d'autonomie à cette institution et à cette association avec une subvention annuelle qui va leur permettre de recruter leurs propres techniciens, leurs propres ressources. Ça, c'est un point. Ok. En plus de ça, il faut savoir qu'au-delà de toutes les obligations réglementaires, etc., donc tous les programmes de compensation, tout ce que l'on verse à la province, etc., il y avait un observatoire qui s'appelait l'œil. Ok. Il est toujours là. Oui, qui est toujours là. Bon, qu'on a financé pendant des années. Alors, on était évidemment quasiment le seul avec la province. Les autres industriels du Sud ne finançaient très très peu, marginalement. Bon, il s'est trouvé on trouvait que ça fait redondance. Il y a l'administration, toutes nos obligations réglementaires, nous le faisons. Le conseil coutumier, qu'on renforce. À ce moment-là, l'œil, c'est redondant. Et en plus, on pense que là, il y a un peu un mélange des genres. C'est-à-dire qu'en fait, le président de l'œil est aussi le président de Rebounou. Et donc tout ça, comme par hasard, pendant la petite discussion qu'on avait, est sorti un vieux rapport de 2018 qui faisait un amalgame sur... C'est pas un vieux rapport, c'est des chiffres de 2018, mais le rapport est sorti là et oui. Ça a été validé par vos équipes puisque vous faites partie du comité éditorial. Toutes les données viennent de chez nous, d'accord ? En revanche, en aucune façon, quelqu'un qui scientifiquement est un peu sérieux et crédible ne peut prétendre que nous polluons les lacs et les rivières du Grand Sud. C'est un excès et c'est une utilisation d'un substrat scientifique pour des motifs qui dépassent tout à fait ce truc-là. Donc ce mélange des genres, je n'en veux pas non plus. Ça veut dire que c'est fini. On a essayé le concept, ça ne marche pas. Voilà. Et donc les données que vous fournissiez, l'analyse et tout ça, à qui ça va être confié ? La surveillance ? Mais la surveillance, attendez. Il y a une province, il y a une direction de l'environnement, il y a une direction des mines, il y a une régulation qui existe. On est complètement conforme par rapport à ça. En plus de ça, on a accepté de faire en supplément un volet coutumier pour que les tribus puissent elles-mêmes, avec leurs propres représentants, voir ce que nous faisons. Et en plus de ça, on me demandait de financer une institution dont j'étais quasiment le seul à financer et qui en plus était utilisée grâce à nos données, pour en fait un agenda qui dépassait tout à fait l'agenda scientifique. Antonin Beurrier, PDG de Vallée Nouvelle-Calédonie, merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci beaucoup. C'était